It was a taboo subject, and I think we can talk about it now, and if I can talk about it and bang the drum a bit. À la suite du décès de la reine Elisabeth II, des révélations choquantes secouent en Buckingham Palace. Selon des sources internes, la reine Camilla aurait refusé de respecter les dernières volontés de la défunte reine, laissant le prince William et toute la famille royale dans l'incrédulité la plus totale. Pensez-vous que les dernières volontés de la reine Elisabeth doivent être respectées quoi qu'il arrive? Commentez 1 pour oui ou 0 si vous pensez que la monarchie doit évoluer. Et maintenant, préparez-vous à plonger. Le débat sur le testament. Alors que la mère chérie d'un pays s'éteignait, laissant un héritage puissant et un lourd fardeau à sa famille immédiate. L'année 2022 s'est achevée dans une grande tristesse. Pendant ses 70 ans de règne sur l'Angleterre, la reine Elisabeth II a été une véritable monarque. Son nom perdure malgré le fait que son leadership a transformé non seulement les gens, mais aussi tout un pays. Sa volonté pour la génération suivante, qui, selon elle, améliorerait sa nation, a été scellée immédiatement après sa mort et a été administrée par la famille royale pendant plus de 200 ans. Bien que de nombreuses personnes aient été choquées d'apprendre le décès de la reine Elisabeth, elle est décédée sans douleur et dans le calme. Peu de gens ont été informés des derniers moments de la reine le 8 septembre. La nouvelle n'a finalement été révélée que plus tard dans la journée. Liz Truss avait été nommée 15 jours plus tôt 15e et dernier Premier ministre britannique de la reine Elisabeth, arborant son sourire bien connu. Puis, les 7 septembre, le Conseil a été alarmé d'apprendre que la reine avait reporté une réunion virtuelle du Conseil privé sur la recommandation de ses médecins. Le secrétaire du cabinet, Simon Case, a été averti que la santé de la reine pouvait se détériorer rapidement. La nouvelle première ministre Truss a alors reçu la communication de Case. Tout le monde était sur les nerfs ce jour-là, priant et souhaitant qu'elle passe le moment crucial pour éliminer toute chance d'une mort imminente. Malheureusement, ils ont été informés lorsque l'hélicoptère de la reine est parti avant 7 heures du matin le 8 septembre pour transporter le prince de Galles de Dumfries House dans l'Ayrshire, où il passait la nuit, au chevet de sa mère. La duchesse de Cornouailles a été transportée de Birkholm, non loin de là, pour rejoindre le prince Charles à Balmoral juste avant 10 heures du matin. La princesse royale, qui était en Écosse pour des engagements, était déjà sur place. Case et Truss se rendirent alors compte que la terrible nouvelle n'était plus qu'à quelques heures. Pour récupérer ses vêtements noirs, des aides furent envoyées au domicile de Truss à Greenwich, car elle n'avait pas emporté tout ce dont elle aurait besoin pour emménager à Downing Street. Lorsque le palais commença à informer les personnalités importantes du gouvernement, elle était encore une nouvelle employée. Lorsque certains ministres arrivèrent dans leur nouveau département, ils furent informés de la mort imminente de la reine sans aucune formalité. La Chambre des communes, où l'on parle rarement de la reine, fournit quelques indices sur la situation au palais. La mort imminente de la reine a d'abord été évoquée au public dans une note remise au Premier ministre et à d'autres ministres. Buckingham Palace a publié une déclaration officielle sur la santé déclinante de la reine à midi. La panique s'est ensuite accrue lorsque les appels et les réunions diplomatiques prévues ont été annulés. 2 heures plus tard, tous les membres de la famille royale se rendaient en Écosse par avion ou par voie terrestre. La nouvelle du décès de la reine a été rendue publique à 18h30 ce jour-là. Mais selon son certificat de décès, rendu public quelques semaines plus tard, la reine Elisabeth est décédée le 8 septembre 2022, précisément à 3h10. Malheureusement, Williams, Harry et quelques autres membres de la famille royale ne se sont pas présentés avant le décès de la reine, à l'exception de Harry, qui n'était pas disponible avant l'annonce. La famille royale était au courant de son décès avant le public, alors qu'elle était exposée. Des centaines de milliers de personnes ont défilé devant son cercueil tout au long de la procession funéraire qui a duré 11 jours. Le 19 septembre 2022, elle et son mari Philippe ont été enterrés dans la chapelle commémorative du roi George, Zik après une cérémonie d'inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Un nouveau monarque. Dès son plus jeune âge, le prince Charles a fait l'objet d'un vif intérêt médiatique.
Il a épousé Diana lorsqu'il était en âge de se marier. Beaucoup n'ont pas été surpris par leur union, car Diana était issue d'une famille noble, étroitement liée à la famille royale. Elle s'est ensuite fiancée au prince Charles à l'âge de 20 ans. Après le mariage, la princesse Diana a continué à vivre au palais de Buckingham. Plotard, la cathédrale Saint-Paul, qui comptait plus de sièges que l'abbaye de Westminster, a accueilli leur mariage. Beaucoup ont qualifié la cérémonie de mariage fantaisiste. Un public mondial de 750 millions de personnes l'a regardé. 600 000 personnes se sont alignées dans les rues pour voir le couple se rendre à la cérémonie en même temps. Elle était adorée et accueillie par la famille royale, en particulier par la défunte reine Élisabeth. Quelques années après le mariage, la reine a donné à Diana des signes extérieurs de son appartenance à la famille royale, notamment l'emblème de l'ordre royal de la famille d'Élisabeth II et le diadème du nœud de l'amant de la reine Mary. Le prince Charles était souvent présent et semblait indiquer qu'il n'était pas amoureux de Diana, ce qui la rendait seule dans leur mariage. Se sentant inadéquate, elle se jeta délibérément dans l'escalier pendant sa grossesse avec son premier fils, manquant de perdre le bébé. L'enfant à naître, cependant, naquit en 1982 sans aucune blessure. Elle a souffert de dépression postpartum après sa première grossesse. La nouvelle maman a emmené le petit William lors de ses premières grandes tournées en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont été chaleureusement accueillies par le public. Après avoir reçu une presse négative à l'époque, Harry, son deuxième fils, est né 2 ans plus tard. Comparé à sa première grossesse, Mary et Charles avaient un lien plus chaleureux pendant qu'elle attendait Harry. Contrairement aux autres enfants royaux, la princesse Diana a offert à ses fils un éventail d'expériences plus large. Elle voulait qu'ils comprennent que des millions d'autres personnes à travers le monde n'ont pas les mêmes privilèges qu'eux, et qu'ils devraient toujours aider et soutenir ceux qui en ont. Elle voulait également qu'ils soient conscients des réalités de la vie en dehors des murs royaux. Elle choisissait également leurs prénoms, renvoyait une nounou de la famille royale et en embauchait une autre, choisissait leurs vêtements et leurs écoles, organisait leurs excursions et, quand elle en avait le temps, les conduisait à l'école. Elle planifiait également ses apparitions publiques en fonction de leur emploi du temps. Diana aurait qualifié William de « petit vieil homme sage » et Harry de « vilain », tout comme moi. Au début de son adolescence, Diana a commencé à se confier à William. Leur relation a été mise à mal 3 ans plus tard, lorsque la différence d'âge et l'incompatibilité du prince Charles et de la princesse Diana ont été rendues publiques. Elle a commencé à fréquenter James Hewitt, un moniteur d'équitation de la famille royale, en 1986. La relation entre le prince Charles et la princesse Diana s'est toutefois détériorée lorsqu'ils ont commencé à se comporter froidement l'un envers l'autre. Le prince Charles avait déjà une maîtresse, Camilla Shand. Le prince Philippe et la reine Élisabeth ont tous deux reconnu leur insatisfaction vis-à-vis de leurs relations extra-conjugales respectives et ont même tenté, sans succès, de se réconcilier. La distance et l'animosité du couple se sont encore accrues. Leur divorce a été officialisé 10 ans plus tard. Mais la princesse Diana est morte dans un accident de voiture 1 an après leur divorce. Pendant toute la controverse, le prince Charles n'était pas vraiment le favori des médias. À la mort de la princesse Diana, les choses ont mal tourné, mais les critiques se sont finalement apaisées. Le prince Charles a ensuite demandé en mariage Camilla Parker Bowles, anciennement connue sous le nom de Camilla Shand, avec qui il avait eu une liaison des années plus tôt. En 2005, lorsqu'il a annoncé ses fiançailles, il y a eu une énorme réaction. Toutes les opinions défavorables sur Camilla ont refait surface, et la princesse Diana est revenue sous les projecteurs. Leur mariage a été civil plutôt que royal, car la famille royale a refusé de l'approuver, et la cérémonie a eu lieu à la chapelle Saint-Georges. Les parents de Camilla n'ont pas assisté à la cérémonie de mariage, pas plus que la reine. Mais la reine Élisabeth leur a offert une réception au château de Windsor. Après leur mariage, Camilla a été nommée duchesse de Cornouailles plutôt que princesse de Galles, comme il se doit. Camilla s'est vue refuser l'accès au cercle restreint de la famille royale, bien que la reine lui ait prêté le diadème Gréville et lui ait offert des signes extérieurs d'appartenance à la famille royale. En 2022,
La reine Élisabeth est décédée et le roi Charles a été couronné la même année. Elle reçut le titre de reine consort comme d'habitude, et toute tentative d'utiliser le titre de reine au lieu de reine consort échoua. Elle ne fut jamais accueillie dans la famille royale par les membres les plus âgés, en particulier le prince William et la princesse Anne. La famille royale et le public montrèrent tous deux plus d'affection et d'acceptation pour Kate Middleton, qui était mariée au prince William. Lorsque Kate Middleton a épousé le prince de Galles, elle a reçu le titre de princesse de Galles, contrairement à la reine consort Camilla. Bien qu'elles ne soient pas les meilleures amies du monde, elle et sa belle-mère s'entendent bien. La reine consort Camilla, qui a souvent été comparée à la princesse de Galles, était adorée de tous pour sa grâce, ses œuvres caritatives et ses manières. Le statut de la princesse Kate éclipse son règne, même en tant que reine consort. Le prince William a également bénéficié de cette grandeur qui a éclipsé le règne de son père. La reine consort Camilla continue de travailler à l'acceptation de la famille royale aujourd'hui, mais il ne semble pas que cela changera de sitôt. La terrible réputation de la reine Camilla affecte négativement la perception que les gens ont du roi Charles II. Le prince William doit-il persuader la reine Camilla d'accepter le legs de la défunte reine-mère en raison de leur relation tendue? Qu'est-ce qui les empêche de l'accepter? Surveillez cet espace pour plus d'informations. La Grande-Bretagne aujourd'hui. Le roi Charles a reçu un diagnostic de cancer en 2024. Quelques mois avant son diagnostic, il ne faisait que gérer une autre maladie lorsqu'il a reçu, à l'âge de 71 ans, une nouvelle alarmante concernant son état de santé. Sur les conseils de ses médecins, le roi a retardé ses engagements publics, la gestion des documents officiels et les affaires d'État pendant toute sa convalescence. Il a pris la décision de partager son état de santé afin de dissiper les rumeurs et de permettre au public de comprendre les problèmes de santé auxquels sont confrontés tous les malades du cancer dans le monde. Avant que cela ne soit rendu public, il a informé les membres de sa famille de son diagnostic. Il s'est toutefois retiré des engagements royaux en raison de ses traitements ambulatoires en cours, sans garantie de retour. Il a cependant continué à recevoir des boîtes rouges de documents qui nécessitaient son attention. Comme l'état de santé du monarque n'a pas été mis à jour depuis 1 an, on suppose qu'il suit toujours un traitement contre le cancer. Il a un jour suggéré qu'il le donnerait au prince William après son couronnement. Cependant, le règne du monarque semble être là pour durer. Mais le prince William a été surnommé le nouveau roc de la Grande-Bretagne. Même s'il n'est pas encore roi de Grande-Bretagne, il n'a pas hésité à assumer les responsabilités de la famille royale, en particulier pendant l'année difficile qu'il a dû endurer après avoir appris que son père et sa femme, Kate Middleton, étaient atteints d'un cancer. Même lorsque son frère a quitté la famille royale, il s'est levé pour relever la majeure partie du défi. Il a gagné le respect de la nouvelle rockstar britannique grâce à sa persévérance, qui a été reconnue et appréciée. On l'appelait souvent la réincarnation de sa grand-mère, la regrettée reine Élisabeth, qu'il adorait. Le prince William a éclipsé le règne du roi Charles une fois qu'il a été couronné roi. Le prince William était plus populaire que le roi. Cela résultait des problèmes amoureux du roi Charles avec la reine consort Camilla, qui avait finalement poussé la princesse Diana à partir. L'affection des Britanniques pour le prince William était encore renforcée par le prestige acquis par sa femme. Au milieu de toute cette controverse et du mécontentement populaire, il a souvent été dit que la princesse de Galles avait de bonnes chances de devenir reine d'Angleterre, le prince William devenant bien sûr roi d'Angleterre peu après. Cependant, l'actuel roi d'Angleterre et sa reine n'offriraient apparemment aucun conseil à Kate Middleton sur ses chances de devenir roi ou reine. Pendant un certain temps, en particulier pendant leur lutte commune contre le cancer, le roi Charles et la princesse Kate se sont rapprochés. Le roi Charles ne devrait cependant pas encourager de telles perspectives pour l'instant. Il reconnaît sa capacité à défendre le nom de la famille royale au plus haut niveau, bien qu'il ait longtemps été impressionné par sa grâce et sa ténacité, ce qui l'a conduit à lui conférer le titre royal de compagnon d'honneur royal. Le saut dans l'inconnu du roi Charles n'est en aucun cas comparable au fait qu'il conseille ou aide la princesse Kate dans les affaires d'une future reine du Royaume-Uni. Le roi Charles
souhaite conserver le royaume le plus longtemps possible. Et cette décision a renforcé l'idée qu'il ne serait peut-être pas là pour longtemps. Cela explique pourquoi le roi Charles prévoit de suivre les coutumes britanniques vénérées et pourquoi la reine, consort Camilla, n'a pas encore ressenti le besoin de parler à la princesse Kate de ce que c'est que d'être reine d'Angleterre. Les biens les plus précieux de la reine Élisabeth. Après sa mort, la reine Élisabeth a laissé derrière elle un certain nombre de biens dont ses enfants, y compris le roi Charles, ont hérité. Ces biens comprenaient des domaines, des chevaux, des obligations et des investissements. Les chevaux qu'elle chérissait ont été transmis au roi Charles. Il existe un lien étroit entre la famille royale et les chevaux, et la défunte reine ne faisait pas exception. Ces écuries abritaient donc une variété de chevaux bien dressés de différentes espèces. Ce n'est pas en raison de leur valeur monétaire qu'elle tenait ces chevaux en si haute estime, mais plutôt en raison de son affection pour les animaux et du lien que ces chevaux entretiennent avec l'héritage royal. Élisabeth a reçu son premier cheval, un pony Shetland nommé Peggy, à l'âge de 4 ans. À 6 ans, elle avait déjà commencé à monter à cheval. C'est son grand-père, George V, qui lui a offert le poney. À l'âge de 18 ans, elle avait déjà connu un grand succès en tant que cavalière et a continué à monter pour le plaisir jusqu'à plus de 90 ans. Elle a continué à monter à cheval et a possédé des dizaines de pur sang tout au long de son règne de monarque. Au départ, la reine Élisabeth a hérité des chevaux de course et de reproduction de son défunt père, le roi George VI. En 1952, elle a continué à le faire jusqu'à la fin des années 1960, période pendant laquelle elle a possédé un grand nombre de pur sang destinés à la course. Ses propres chevaux et ceux élevés par le Haras national ont tous deux participé à ces compétitions hippiques. Les jockeys qui montent ces chevaux de course portent les mêmes couleurs de course enregistrées que son père et son arrière-grand-père, le roi Édouard VII. Ces couleurs consistent en une veste écarlate pourpre, avec des galons dorés et une casquette noire. Ces couleurs de course enregistrées sont les mêmes que celles utilisées par son père. En 2020, les chevaux appartenant à la reine avaient remporté près de 1600 courses, et, à l'exception du Derby d'Epsom, ils ont gagné tous les événements classiques britanniques, certains d'entre eux ayant remporté de nombreuses victoires. Entre 2007 et 2022, la reine Élisabeth a reçu en cadeau un total de 41 chevaux qui ont concouru sous les couleurs royales. Après le décès de la reine, ces chevaux ont été transmis à son héritier et successeur, le roi Charles III. En octobre 2022, le nouveau roi fit courir son premier cheval, Just Fine, qui remporta une course. À la fin du même mois, il fut annoncé que le roi allait vendre 14 des chevaux de la défunte reine. Parmi les chevaux qui allaient être vendus se trouvait Just Fine, le premier gagnant du roi, ainsi que Love Affairs, le dernier gagnant de la reine. Charles a réussi à vendre 30 des près de 100 chevaux pur sang dont il avait hérité de sa mère en peu de temps. La vente de certains chevaux aurait rapporté à Charles un total d'un peu plus de 2,25 millions de livres sterling de revenus supplémentaires. Le fait qu'il ne partageait pas l'enthousiasme de sa mère pour les sports équestres était la cause profonde de tout cela. En conséquence, la reine consorte Camilla a pris le contrôle des écuries royales en 2022. Pour couronner le tout, elle a vendu d'autres chevaux, mais la princesse Anne l'a découverte et l'a punie pour ses actions. Comme elle n'avait pas le pouvoir de vendre les chevaux royaux, la princesse Anne a prétendu qu'elle n'avait pas le pouvoir de le faire. Lorsque la princesse Anne apprit que la reine Camilla avait vendu ses chevaux pour en acheter de nouveaux réservés à l'usage de la famille, elle fut furieuse. En conséquence, elle empêcha la reine Camilla d'entrer au palais pendant une courte période et restreignit ses déplacements. En outre, elle s'empara des autres chevaux qui avaient de la valeur et s'en occupa elle-même. Il en résulta une rupture entre la reine consort Camilla et la princesse Anne, ce qui n'était pas inattendu étant donné que la reine consort n'avait jamais été en bons termes avec les membres de la famille immédiate du roi. Que pouvait-il bien se passer? Restez sur place et ne partez pas. Nous avons toujours le désir de divulguer. Princesse royale. La princesse royale Camilla, la reine consort, a toujours fait l'objet des critiques de la princesse Anne.
et elle a toujours respecté les normes initialement établies par la reine Élisabeth. Elle est bien connue pour son engagement à respecter les coutumes et l'héritage de la Grande-Bretagne dans toutes ses activités, et elle n'hésite jamais à remettre la reine consort à sa place lorsque la situation l'exige. Née en 1950, c'est la deuxième enfant de la princesse Élisabeth et a grandi au palais de Buckingham, comme tous les autres enfants de la famille royale. Plotard. Elle est devenue membre de la Girl Guides Company, ce qui l'a aidée à améliorer ses compétences sociales, en particulier avec d'autres jeunes femmes de son âge. Elle a ensuite poursuivi ses études à la Benenden School, où elle est restée pendant 5 ans et a finalement obtenu 6 GCE haut et 2 A-level. C'est après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires qu'elle a commencé à assister à des engagements royaux, à l'âge de 18 ans. L'année suivante, elle a entamé une relation avec Andrew Parker Bowles, qui a ensuite épousé Camilla Shand. Finalement, Camilla Shand s'est mariée avec le roi Charles, le frère aîné de la princesse Anne. Par conséquent, la rupture était inévitable. Malgré cela, la princesse Anne a hérité de sa mère, son enthousiasme pour l'équitation, contrairement à son frère aîné qui n'a pas acquis cette passion. Alors qu'elle n'avait que 21 ans, elle avait déjà remporté un championnat, bien qu'elle ait commencé à monter à cheval dès son plus jeune âge. Lorsque Anne était membre de l'équipe britannique de concours complet, elle a concouru pendant plus de 5 ans et a fini par remporter une médaille d'argent en individuel et par équipe au championnat d'Europe de concours complet en 1975. L'année suivante, elle faisait partie de l'équipe britannique qui a participé aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Elle a participé à la compétition de concours complet sur le cheval de la reine, Goodwill. Lorsqu'elle se souvint de la course plus tard, elle révéla qu'elle ne se souvenait pas d'avoir effectué les sauts restants, car elle avait subi une commotion cérébrale au milieu du parcours et avait dû remonter à cheval pour terminer la compétition. Cependant, en raison du fait que 2 de ses chevaux étaient blessés, l'équipe britannique fut contrainte de se retirer de la compétition. Tout au long de sa vie, elle n'a jamais cessé de monter à cheval. En 1971, elle a été la marraine de l'association Ride for the Disabled. Cependant, 14 ans plus tard, elle a été élue présidente de l'organisation, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Il y a 1 an, elle a été transportée à l'hôpital Southmead avec des blessures mineures et une commotion cérébrale, qui aurait été causée par un coup sur la jambe ou la tête d'un cheval. Elle a également été envoyée à l'hôpital avec des blessures mineures. Elle est retournée à l'hôpital après une période de plusieurs mois de convalescence afin d'exprimer sa gratitude pour les soins médicaux rapides qu'elle a reçus tout au long de la tragédie. Elle s'est mariée avec Mark Phillips, un lieutenant des First Queen's Dragoon Guards, 1 an plus tard, en 1968. Tout comme elle, il était passionné de chevaux, et le couple a vécu un mariage heureux qui a duré 21 ans. Malgré le fait qu'ils aient eu 2 enfants et 5 petits-enfants, ils ont pris la décision de divorcer en 1992 et l'ont annoncé publiquement. Lorsqu'ils étaient vus ensemble en public, c'était rarement le cas et ils avaient des relations amoureuses avec d'autres personnes. Ils ne s'aimaient plus, bien qu'ils soient séparés à l'époque et qu'ils aient la garde partagée de leurs enfants. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer. En effet, ils avaient la garde conjointe de leurs enfants. Anne n'a pas demandé le divorce avant 1992, et le divorce a été prononcé 10 jours après qu'elle l'ait demandé. Pendant ce temps, Anne avait déjà fait la connaissance de Timothy Lawrence, un commandant de la Royal Navy. Au moment où elle était en instance de divorce avec son premier mari, elle avait commencé à se lier avec lui. Par la suite, en 1992, elle s'est mariée avec Timothy en Écosse, année où elle a également officialisé son divorce d'avec Mark. Le couple s'est marié à l'église d'Écosse, en présence d'un nombre restreint d'invités. Contrairement à l'église d'Angleterre, l'église d'Écosse ne considérait pas le mariage comme un sacrement qui unit les gens. Par conséquent, il était possible pour des personnes divorcées de se remarier, mais uniquement dans des conditions spécifiques. Pour la première fois depuis la princesse Victoria Melita de Saxe-Cobourg et Gotha, la princesse Anne est devenue la première royale à se remarier après avoir vécu un mariage séparé. En raison de son engagement indéfectible envers les traditions de la famille royale,
Elle a été qualifiée d'encre la plus fiable du clan. Du fait qu'elle a été fiancée plus de 20 000 fois depuis l'âge de 18 ans, elle a également été considérée comme un brillant exemple de service public traditionnel et honorable. Elle a choisi de renoncer au titre pour ses enfants, bien qu'elle soit la deuxième dans l'ordre de succession au trône, ce qui lui a valu d'être qualifiée de rebelle royale alors qu'elle était au début de la vingtaine. Comme elle était connue pour avoir la langue bien pendue, toute comme son père, les médias la qualifiaient souvent de distante, et on lui donnait également l'épithète de « la grossièreté royale ». Le terme « membre de la famille royale le plus travailleur » a été utilisé à plusieurs reprises pour la décrire, et elle a même assisté à 11 88 000 événements entre 2002 et 2022, ce qui est plus que tout autre membre de la famille royale. C'est une femme de devoir qui respecte les conventions, mais qui enfreint parfois les règles. Elle tient absolument à se coiffer et à se maquiller elle-même. Elle se rend en voiture à ses engagements. Elle ne serre pas la main des membres du public lors de ses visites. Et elle fait la queue pour les toilettes portables lors des compétitions équestres de sa fille. Elle fait preuve d'une grâce et d'une courtoisie exceptionnelles, malgré son comportement distant. 2 fois en 10 ans, on lui a demandé si elle comptait prendre sa retraite. Et à chaque fois, elle a nié avoir l'intention de le faire. En outre, elle est présidente de Save the Children UK depuis 1970. Il lui a fallu plus de temps et de courage pour devenir membre de cette organisation, mais c'était la première grande organisation caritative avec laquelle elle s'engageait étroitement. Grâce à son travail avec Save the Children UK, elle a acquis une compréhension profonde des défis auxquels sont confrontés les pays du tiers-monde et a acquis une grande connaissance des besoins des enfants du monde entier. Au cours de son travail pour Save the Children, la princesse Anne s'est rendue dans plusieurs pays pour observer les opérations de l'organisation. Ces pays comprennent la Chine, le Cambodge, le Botswana, Madagascar et les Philippines. Elle est en relation avec un certain nombre d'autres organisations caritatives en plus de celle-ci. En plus de consacrer une grande partie de sa vie professionnelle à des visites officielles, elle est activement associée à plus de 300 organisations caritatives, régiments militaires et autres organisations au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Par son engagement auprès du Princess Royal Trust for Carers, de TransAid et de Riders for Health, elle contribue à 2 organisations caritatives prestigieuses. Le premier apporte son aide aux millions de personnes au Royaume-Uni qui sont responsables de la prise en charge d'une autre personne. Pendant ce temps, le second s'efforce de relever certains des défis posés par l'insuffisance des liaisons de transport dans les pays en développement. Victim Support est une autre organisation caritative remarquable que la princesse royale supervise pendant son règne. À ce jour, l'organisation caritative vient en aide chaque année à plus de 140 personnes victimes de mauvais traitements, de fraudes, de crimes de haine et d'autres infractions. En outre, l'organisation apporte son soutien aux personnes endeuillées par des meurtres et des homicides involontaires, ainsi qu'aux personnes en conflit avec le testament de la monarque. L'organisation caritative a été créée à Bristol par un groupe de militants qui estimaient que les victimes étaient oubliées par le système de justice pénale au pays de Galles et en Angleterre. Revenons au testament de la chère reine Élisabeth. Le testament de la reine Élisabeth, comme celui de tous les autres membres de la famille royale décédés, doit être scellé et les archives royales ne pourront le déchiffrer que 90 ans exactement après sa mort. Le contenu du document doit être lu à ses descendants, encore en vie, ou disponibles au moment de la lecture. Et ce n'est qu'après que les souhaits ou le contenu du document seront exécutés. Malgré cela, son petit-fils le prince Willem, qui a l'intention de transformer la monarchie en une monarchie plus contemporaine, a l'intention de réaliser les dernières volontés de sa défunte grand-mère avant le délai de 90 ans. Ces objectifs ont été évidents dès le début, même s'ils peuvent paraître absurdes. Changer la monarchie et le système en place depuis un siècle est sa priorité, absolue depuis qu'il a été couronné en tant que premier dans l'ordre de succession au trône. Cela dit, il est possible que le souhait de sa grand-mère soit de réaliser ses rêves pour la Nouvelle-Bretagne. D'un autre côté, elle n'a jamais soutenu directement le point de vue de la Nouvelle-Bretagne, car elle a maintenu une position politique neutre pendant son règne.
C'est par ses actes et ses déclarations qu'elle a exprimé certaines de ses réflexions sur la modernité. Elle a montré qu'elle était prête à accepter la modernité et à modifier la monarchie afin de s'adapter à l'évolution des temps. Le fait qu'elle ait manifesté un tel intérêt et une telle vénération pour le Commonwealth témoigne de son désir de voir les nations s'unir. De plus, elle accordait une grande importance aux services publics et aux devoirs publics, et elle soulignait que la Nouvelle-Bretagne devait être fondée sur ces valeurs. Elle insistait également sur le fait qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de s'appuyer sur ces principes que de suivre l'évolution qu'ils avaient connue. En outre, bien que la regrettée reine Élisabeth ait pu être ouverte au nouveau développement et à la modernisation, elle accordait néanmoins une grande importance à l'héritage et aux traditions sur lesquelles la nation avait été fondée. Il est permis à la Nouvelle-Bretagne de modifier certaines coutumes historiques qui entravent le développement de la nation. Néanmoins, il n'est pas acceptable de les éradiquer complètement. Bien qu'il ne soit pas totalement difficile à mettre en œuvre et à respecter, il ne sera pas simple de s'y tenir de manière rigoureuse. Bien que le prince William ait été élevé dans les hauts et les bas qui ont finalement entraîné la mort de sa mère il y a des dizaines d'années, le lien étroit qu'il partage avec sa grand-mère n'était pas prédéterminé. Il est donc évident qu'il sera personnellement influencé par les véritables souhaits et dernières volontés de sa grand-mère pour la Grande-Bretagne, voire qu'il les percevra. Par conséquent, ses perspectives et ses objectifs pour la Grande-Bretagne aujourd'hui sont conformes à ses désirs, mais en mettant l'accent sur l'abandon de certaines coutumes qui ne font que nuire à la réalisation de cet objectif. Depuis le Moyen Âge, le Royaume-Uni est dirigé par une monarchie. Étant donné que chaque enfant royal est éduqué pour son futur règne, le pouvoir est transmis de génération en génération depuis des siècles, indépendamment du niveau de compétence de chacun. Le roi Charles III étant l'un des membres les plus âgés de la famille royale à s'accrocher fidèlement à ses traditions, il a décidé de ne pas participer à la quête de son fils pour la Nouvelle-Bretagne. De plus, le prince William a pour objectif de divulguer le testament de la reine Élisabeth, ce qui est contraire aux coutumes de la nation. Il est possible que cette action aggrave la rupture qui existe déjà au sein de la famille royale, en particulier si le contenu s'avère être une suite d'événements imprévus. Tous ces biens, en particulier l'immense domaine, devaient être conservés dans leur état actuel, à l'exception de ses intentions déclarées. Parmi les membres de la famille, c'est déjà compliqué. Le roi Charles était conscient que son plan pour l'administration de la Grande-Bretagne ainsi que les plans de son fils et potentiellement de sa mère, étaient divergents, et il ferait tout pour que cette information reste secrète, au moins jusqu'à la fin de son règne. De plus, la diffusion du testament de la reine décédée continue d'être une légende, car tous les testaments royaux ont été gardés secrets pendant près d'un siècle. L'avenir de la monarchie est en jeu et les tensions montent au palais de Buckingham. Êtes-vous? Que pensez-vous? Camilla doit-elle respecter les dernières volontés de la reine ou a-t-elle le droit de prendre ses propres décisions? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres